programme vous est offert par Illico Cash. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, le président de la République, qui a regagné la capitale après un séjour en Suisse, a présidé une importante réunion de crise en présence de la première ministre et du ministre de la Défense. Le procès sur la disparition du journaliste Patrick Adonis Numbi, assassiné lâchement à Lubumbashi récemment, s'ouvre ce vendredi. Plusieurs présumés bandits impliqués dans ce meurtre vont comparaître. Et puis après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi les 2 derniers mois, plusieurs maisons ont été détruites dans la commune de Kampemba. Le gouvernement de la République est venu en aide donc à plus de 1000 personnes. Et puis aux États-Unis, la mesure de Donald Trump remettant en cause le droit du sol a été suspendue par un juge américain. Jugeant cet ordre manifestement inconstitutionnel, le président Trump annonce qu'il fera appel de cette suspension. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. De retour de Davos en Suisse où il a présenté le projet structurant du couloir vers Kivu-Kinshasa lors du Forum économique mondial. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a convoqué une réunion de crise dans la nuit de jeudi à vendredi aux côtés de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et des vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le chef de l'État a fait le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement autour de Goma. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacques Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale, lui, a interrompu sa mission officielle à Kinshasa suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Il a regagné Kinshasa pour rejoindre ses efforts à ceux du chef de l'État et des FARDC qui se battent au front. À Kinshasa, justement, Vital Kamerhe a pris part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le professeur Vital Kamerhe conduit une forte délégation des parlementaires congolais dont les rapporteurs Jacques Joly à Kinshasa au Vietnam dans le cadre de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la conférence parlementaire de la coopération francophone en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. Après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le mercredi 22 janvier 2025, la délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a eu des échanges avec la délégation vietnamienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Tran Tam Man. En guise d'introduction de cette rencontre, le professeur Vital Kamerhe a transmis les salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue vietnamien. Lors de ces échanges fructueux, Vital Kamerhe a plaidé pour le renforcement de la coopération entre la RDC et le Vietnam, dont il a loué des prouesses économiques. D'après les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, la RDC, actuellement victime de l'agression rwandaise, peut se servir du modèle vietnamien pour développer son économie. Monsieur le Président, notre volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays à travers nos parlements respectifs ne peut souffrir de l'ombre d'aucun doute, parce que de par la configuration de notre pays, l'agriculture
et la transformation industrielle. Les rôles de l'énergie doivent être au centre du développement de la République démocratique du Congo. Et dans ce secteur-là, nous avons beaucoup d'expérience à prendre du Vietnam à la suite de la visite que nous avons effectuée aujourd'hui, ne fût-ce que dans la production du riz, transformation, les fruits et légumes et beaucoup d'autres cultures que nous avons découvertes aujourd'hui avec grande admiration. Le président de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs sollicité l'envoi d'une délégation multidisciplinaire du Vietnam en RDC en vue d'un partage d'expériences et d'expertise. Le professeur Vital Kamerhe a réitéré la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement congolais de faire de l'agriculture un véritable moteur du développement. La RDC disposant de plus de 80 millions de terres arables. Concernant les volets sécuritaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit dans l'obligation d'interrompre sa mission au Vietnam pour porter une attention particulière à la situation sécuritaire qui se dégrade davantage à cause de la guerre injuste imposée par le Rwanda dans la partie est du pays. Sont toujours dans l'est du pays. La situation reste confuse ce vendredi sur différentes lignes de front dans le territoire de Nyiragongo et Massissi. Ce matin, les forces armées de la RDC, avec l'appui de la force régionale SADC et Ouazalendo, ont réussi à stopper l'avancée des rebelles du M23 vers Saké, à 27 km de la ville de Goma. Quant aux forces loyalistes, elles contrôlent la localité de Mubambio venant de Saké. Jusqu'à maintenant, des tirs d'armes lourdes sont entendus dans la ville de Goma, selon notre correspondant sur place que je vous propose d'écouter. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est en train de vivre une situation très difficile et qui est inhabituelle. Cela suite aux affrontements qui se passent dans le territoire de Massissi ainsi que le territoire de Nyiragongo entre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda ainsi que les forces armées de la RDC avec l'appui de la force régionale de la SADC ainsi que des jeunes compatriotes communément appelés le Ouazalendo. Ce vendredi, les combats sont concentrés vers la cité de Saké. Nous sommes à 26 km de la ville de Goma où les forces loyalistes sont très déterminés afin de récupérer la ville cité qui reste entre les mains des rebelles. En ce qui concerne la situation socio-économique de la ville de Goma, comme vous pouvez le voir derrière moi, tout semble tourner normalement. Les transports en commun tournent, les taxis motos aussi tournent, sauf que les élèves n'ont pas étudié ce vendredi parce que les responsables des différentes écoles ont demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison le temps que la situation sécuritaire puisse s'améliorer. Autre chose à présent, après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi les 2 derniers mois, plusieurs maisons ont été détruites dans la commune de Kampemba, quartier Kilobelobé, laissant plus de 1258 familles passer la nuit à la Belle Étoile. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est à Lubumbashi pour apporter assistance sociale et humanitaire aux victimes. Plus de détails avec Jean-David Kilolo. Arrivé à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, dans les cadres humanitaires, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est venue s'imprégner des conditions de la population victime des catastrophes humanitaires causées par les pluies diluviennes. J'ai appris depuis 3 semaines que le coin de Kilobelobé a été touché par la catastrophe humanitaire. Il était de mon devoir de venir voir qu'est-ce que je peux apporter, parce que quand j'ai vu les images, j'étais estomaqué. Je ne pouvais jamais imaginer que dans le Haut-Katanga, surtout ici à Lubumbashi, on peut avoir cette situation catastrophique. Malgré l'impraticabilité de la route au quartier Santiti, commune de Kampemba, dû aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ne s'est pas découragée. Elle est descendue de sa Jeep pour faire le pied afin de s'enquérir de la situation des catastrophes humanitaires survenues après la pluie du 20 novembre 2024 ayant occasionné 1258 ménages sans abri sur 4 quartiers. Mama ni mama. Tunapikia Felix Antoine Mkwantombo, tunampikia merci. Jua anatutumia mama kwa tushikilishe tena kulia kwetu. Hii fashi tuko na kilio kinene.
tuko mu mateso, angalia manyumba yanatupomoka, hatuna na kwa kwenda. Bengine balipatikana banakufa na watoto banakufa, hatuna na mwaya ya kuyenga. C'était le 20 novembre, il y avait une pluie forte, beaucoup de maisons, toutes ces maisons que vous voyez là écroulées sont des maisons pour les populations qui étaient tombées. D'un quartier à un autre, Kilobé-Lobé, cellule Naviondo, la Jeanne d'Arc du gouvernement souminois, Nathalie Aziza Mounana, est venue constater les catastrophes humanitaires causées par d'abondantes pluies et la population demande l'assistance du gouvernement. Mitafanya nguvu leta tutakusaidia hata kiloko uyuweke nyumba iliangukaka na leta alinikumbukaka leta haitaisha mateso itapunguza ile njobi ya kwetu tunasikilizana. Nathalie Aziza Mounana s'est dit inquiète de la situation précaire des victimes et prête à apporter l'accompagnement du gouvernement. L'amélioration des conditions de vie des victimes des catastrophes naturelles demeure une priorité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement, Judith Suminwa. La ministre du Genre, Famille et Enfants a été alertée d'une grave injustice dans la commune de Ngaba. Une dame copieusement rossée par un commandant de la police dans le quartier Mateba, Léonie Kandolo, l'a rencontrée à l'hôpital de référence mère et enfants de Ngaba et a dénoncé cet abus. Aussitôt informée du drame qui s'est passé à Ngaba, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Moï, est allée au chevet de Madame Régine Moussouamba, tabassée copieusement par un commandant de la police du poste Mbata dans le quartier Mateba. La ministre a été alertée par le conseiller municipal Willy Leiba le lundi 20 janvier au sujet de cette dame âgée de 27 ans et mère de 3 enfants, tabassée par Monsieur Prince qui n'est nul autre que le commandant de la police au poste Mbata du quartier Mateba. Les faits se sont produits après une dispute avec la concubine de ce premier. La violence n'est pas une bonne chose. La violence est à dénoncer. Et le chef de l'État, comme le patron de la masculinité positive, nous avons senti l'implication du gouvernement central à travers le ministre des Genres. Suite à cette situation, Léonie Kandolo Omoï a réagi avec diligence en effectuant une descente le mardi 21 janvier à l'hôpital de référence mère et enfants de Ngaba où la victime est hospitalisée. Nous avons vu la gravité de la chose parce que c'est quelque chose de totalement inacceptable. Nous sommes venus à l'hôpital de Ngaba nous-mêmes pour voir ce qui était arrivé à Madame Moussouamba, c'est ça, Régine. Et elle nous a expliqué effectivement que c'est une dispute entre deux dames et le commandant de la police de la place a envoyé des policiers à lui. Ils l'ont ligoté, vous voyez encore les traces sur ses bras, ils l'ont battu avec une violence extrême, ce qui l'a amené ici à la police. Après un échange de près d'une heure, la ministre a réconforté la victime. Pour elle, le président de la République et la première ministre combattent, militent pour le bien-être des femmes et ne sauraient accepter une telle injustice. Et c'est inacceptable qu'un groupe de policiers ternisse l'image de la police congolaise. Sur ce, la patronne du genre sollicite des autorités judiciaires la rigueur et la transparence dans le traitement de ce dossier. Ouverture ce vendredi du procès sur la disparition du journaliste Patrick Adonis Numbi assassiné lâchement à Lubumbashi récemment. Vous le savez, 7 présumés criminels impliqués dans ce meurtre ont été présentés au gouverneur de province. Reportage. C'est sans nul doute la vague d'arrestation des malfaiteurs la plus attendue par l'opinion. Au lendemain de la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi, le 7 janvier, le gouverneur Jacques Ablakatoué s'était engagé à mettre toutes les batteries en marche pour mettre la main sous ces assassins. Sous la supervision de l'autorité provinciale, les forces de sécurité viennent de mettre la main sur les meurtriers après 3 semaines d'enquête. Ils sont 7 au total, avec leurs complices, des femmes qui les approvisionnent en machette et qui sont propriétaires des débits de boissons où se réunissent ces bandits. Ils ont été présentés par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo, en présence des membres du Conseil provincial de sécurité et des professionnels des médias et collègues de Patrick Adonis Numbi. Ces criminels sont passés aux aveux. Une fois de plus, le gouverneur Jacques Ablakatoué a condamné l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi et souhaite que la justice suive son cours à travers un procès public télévisé. Mais c'est triste
de constater qu'aujourd'hui, des jeunes gens comme ça puissent développer la criminalité pour donner la mort à des innocents. Nous pensons que la justice va faire son travail et nous allons être vigilants quant à ce. La province mettra tous les moyens possibles pour que l'audience passe en direct sur le média. Jacques Ablakatoué appelle par ailleurs la population à collaborer avec les services de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire tous ces criminels qui écument nos quartiers. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Transport en commun à Kinshasa. Il se passe l'intolérance dans le secteur de transport, justement. C'est le constat de nos reporters. Les prix des différentes courses sont fixés parfois selon les humeurs des chauffeurs et c'est malgré la grille tarifaire de l'hôtel de ville. Sarah Tanguy et Héritier Ntamwa nous en disent plus. C'est une sorte de jungle sans nom qui sévit quotidiennement à la capitale de la République démocratique du Congo, surtout aux heures creuses, et le gouvernement donne l'impression d'avoir démissionné de leurs responsabilités. Au cœur de Kinshasa, les usagers expriment le regret et l'indignation, car le tarif connaît une instabilité et varie parfois, selon la volonté de certains conducteurs et les circonstances. On arrive par exemple à 18h, ils changent de prix, à n'importe quelle heure, ils prennent le prix qu'ils veulent. On ne sait pas maintenant, il faut jouer sur quel pied, sinon c'est difficile pour les transports dans la ville de Kinshasa. C'est très difficile. La population invite par ailleurs les autorités du pays à s'investir pour trouver les voies de sortie qui puissent satisfaire les uns et les autres. Non, ici, des sorties à ville à Kinshasa. Ils ont commune à Kinshasa, Lingwala, Nabarumbu. Mais là, était à Banzela, non? Du côté des conducteurs de transport en commun, parmi les raisons évoquées qui motiveraient une augmentation du prix des courses figurent la hausse du prix des carburants, la tracasserie, devenue un cauchemar de ces derniers, et les embouteillages monstres. Comment ça va transport, dans le sens que, embouteillage. Ce embouteillage, ils embêtent, ce embouteillage ici. Ce qui est si dans mon cas, les tickets magasins, si dans central, les gens placent de ça à plus ou moins 15 minutes. Mais il y a des fois au monde en ce qu'on comme c'est dans central, à ce ça la 3 heures, 2 heures. À Kinshasa, les transports en commun sont un défi quotidien pour des millions de résidents. À cela s'ajoutent les embouteillages monstres et cette hausse des prix qui pèse lourdement sur les habitants. Cependant, l'implication de l'hôtel des villes est plus qu'attendue par les Kinois pour décanter la situation. En Afrique, après le coup d'État qui a mis fin au 3e mandat du président Ali Bongo, le Gabon s'apprête à tourner une page de son histoire politique. La date tant attendue des élections présidentielles a enfin été révélée. Ça sera le 12 avril 2025. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Lors d'un conseil des ministres, Davin a déclaré les collèges électoraux et convoqué les samedis 12 avril 2025, un scrutin qui se déroulera de 7h à 18h conformément à la réglementation en vigueur et qui représente un moment clé pour la démocratie gabonaise. Porté au pouvoir par la junte ayant renversé les présidents Bongo en août 2023, le général Brice Oligui Nguema se positionne dans un contexte où les attentes sont élevées, bien qu'il ait promis de rendre les pouvoirs aux civils après une transition de 2 ans. Les médias locaux rapportent des signes d'ambition présidentielle de sa part. Les calendriers de la transition a jusqu'à présent été respecté, voire anticipé la récente adoption d'un nouveau code électoral permettant aux militaires de se présenter aux élections sous certaines conditions, soulève des questions sur l'équilibre des pouvoirs et la véritable intention de la junte. En septembre dernier, une nouvelle constitution a été approuvée par les parlements des transitions et votée par référendum en novembre. Ces changements législatifs marquent une volonté de réformer les institutions du pays, mais soulever également des inquiétudes sur la nature de la transition et l'intégrité du processus électoral à venir. Alors que les pays se préparent à ces élections cruciales, les regards sont braqués sur la capacité du gouvernement des transitions à maintenir la paix et à instaurer un cadre démocratique véritable. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir politique du Gabon et la légitimité des institutions qui en émergeront.
Et puis dans le monde, pour terminer aux États-Unis, la mesure de Donald Trump remettant en cause le droit du sol a été suspendue par un juge américain jugeant cet ordre manifestement inconstitutionnel. Le président Donald Trump annonce qu'il fera appel de cette suspension. Les détails dans cet élément. Il s'agit de l'une des 5 actions en justice intentées par 22 États et un certain nombre d'associations de défense des droits des immigrés à travers les pays. Le juge des districts américains, John Coughenour, s'assure de faire valoir les droits des immigrants américains. De ces faits, il a suspendu les décrets du président réélu Donald Trump visant à redéfinir les droits des sols aux États-Unis. Les droits des sols est le 14e amendement de la Constitution américaine qui garantit la citoyenneté aux personnes nées et naturalisées aux États-Unis. Les Américains interprètent cet amendement de la sorte depuis un siècle. Selon les nouveaux décrets du président Donald Trump, les enfants des non-citoyens ne seraient pas soumis à la juridiction des États-Unis et les agences fédérales n'auraient pas les droits de reconnaître la citoyenneté des enfants dont au moins un parent n'est pas citoyen américain. La demande de restriction temporaire du décret fait par l'Arizona, l'Illinois, l'Oregon et l'État de Washington est la première à faire l'objet d'une audience devant un juge. Les États-Unis font partie de la trentaine de pays où la citoyenneté des naissances, les principes du ius solis ou droit du sol est appliqué. La plupart d'entre eux se trouvent sur le continent américain, le Canada et le Mexique en font également partie. On va prendre les rappels des titres à présent. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, le président de la République qui a regagné la capitale après un séjour en Suisse a présidé une importante réunion de crise en présence de la première ministre et du ministre de la Défense. Le procès sur la disparition du journaliste Patrick Adonis Numbi, assassiné lâchement à Lubumbashi récemment, s'ouvre ce vendredi. Plusieurs présumés bandits impliqués dans ce meurtre vont comparaître. Et puis après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi ces 2 derniers mois, plusieurs maisons ont été détruites dans la commune de Kampemba. Pour ce faire, le gouvernement est venu donc en aide à toutes les familles éplorées. Aux États-Unis, la mesure de Donald Trump remettant en cause le droit du sol a été suspendue par un juge américain jugeant cet ordre manifestement inconstitutionnel. Le président Trump, lui, annonce qu'il fera appel de cette suspension. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamoité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. À la une de l'actualité, guerre dans l'est de la RDC, les forces armées de la République démocratique du Congo prennent totalement le contrôle de la ville de Saké. Effectivement, Christian Kalonji, le combat entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda autour de la cité des Saké fait la une de plusieurs journaux parus aujourd'hui. Nous commençons ces tours d'horizon avec le journal Les Phares qui titre « Des Rwandais et les M23 chassés de Saké par les FARDC et alliés ». Ce portail révèle que des soldats rwandais et les rebelles du M23 ont vainement tenté hier jeudi de faire sauter le verrou des Saké dans l'intention de bien arrêter de s'ouvrir un boulevard vers la ville de Goma, mais en dépit de bombardements intenses de leurs cibles, Christian, nos confrères précisent que ces assaillants ont rencontré une forte résistance de la part des FARDC et de leurs alliés. Ouazalendo, à en croire Christian, le porte-parole de l'état-major opérationnel des FARDC au Nord Kivu, cité dans les colonnes intérieures de ces journaux, la cité des Saké représente une forteresse imprégnable, d'où les FARDC et leurs alliés organisent à la fois la défense de la ville de Goma, mais également préparent des offensives en vue de la libération des zones jusque-là occupées par les agresseurs rwandais et leurs marionnettes du M23. De son côté, le journal Info 27 relate
sur la situation actuelle dans la ville de Goma, cette capitale du Nord Kivu, qui a affiché un calme révélateur de la résilience de sa population face à la menace persistante du M23 RDF. D'après ces quotidiens, Christian, les autorités militaires rassurent quant à la sécurité de la ville et de ses environs, tout en appelant la population à la vigilance. Bien qu'une panique ait été toujours observée hier jeudi dans quelques quartiers de la ville de Goma, Congo Nouveau, pour sa part, rapporte Christian, les activités au poste frontalier de la Grande Barrière reliant Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda se sont déroulées normalement. Toujours dans ce même registre, Christian, la presse en ligne wise.cd écrit sur sa une: RDC saqué sous contrôle des FARDC, Tshisekedi rentre serein à Kinshasa. Pour ce portail, le retour de Félix Tshisekedi, président de la République, coïncide avec la nouvelle qui a pendant miné de ce jeudi fait l'objet d'une manipulation des médias sur l'avancée de l'ennemi M23 vers Saké au sud Kivu. Les forces armées de la RDC ont rapidement démenti cette information relayée sur les réseaux sociaux. La cité de Saké est sous contrôle des forces armées de la RDC. On va clore ces tours d'horizon, Christian, avec le journal Le Maximum qui revient sur les 30 années d'occupation larvée et des pillages systématiques de ressources minières de la RDC, après qui est devenu de plus en plus difficile de justifier l'humainement inacceptable du Rwanda. Il souligne que ceci est de faire valoir le vieux prétexte éculé de la menace FDLR contre Kigali et de la protection du parrain Kagame de minorités rwandophones, alors que de preuves accablantes d'exploitation des riches mines stratégiques du Nord Kivu s'accumulent, conclut ce journal. Et puis le deuxième sujet pour boucler la boucle, mobilité urbaine à Kinshasa, des acteurs clés s'activent. C'est vraiment une information, Christian Kalonji, relayée par plusieurs médias ouvrant justement le bal avec Yael News.net qui pointe sur sa une les enjeux de la mobilité urbaine en RDC, les solutions audacieuses proposées par Alain Kyungumushidi. Cette presse en ligne informe, Christian, que Alain Kyungumushidi, qui est d'ailleurs secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa, a été convié en tant que panéliste et invité d'honneur à la conférence organisée par Women in Logistique Africa, où il a dit si le mercredi dernier à l'hôtel Rotana ici à Kinshasa. Cet honneur, précise le portail, lui a été accordé en reconnaissance de son combat citoyen sur la question des embouteillages, un fléau qui paralyse Kinshasa, placé sous les termes les enjeux de la mobilité urbaine en RDC. Dans son intervention, souligne ces médias, Alain Kyungu a dénoncé l'inaction autour du plan directeur de mobilité urbaine élaboré par le gouvernorat et a proposé des solutions audacieuses. En quelques lignes, Christian, le média en ligne Actu 30 énumère justement les propositions de Alain Kyungu, notamment la décentralisation des services de l'État dans les zones périphériques afin d'éviter à la population d'être obligée de rallier en masse les centres-villes, la rationalisation du projet Métrobus, une infrastructure qu'il juge essentielle pour moderniser les transports publics à condition qu'elle soit adaptée aux besoins spécifiques des Kinshasa et conforme aux standards internationaux, relance du projet de la ville Kitoko afin d'abriter quelques services publics pour un équilibre du trafic vers les grands centres d'intérêt urbain. Ces plaidoyers martèlent justement ces quotidiens, Christian, et salués par l'ensemble des participants, a mis en lumière l'approche visionnaire d'Alain Kyungu dans les propositions à la fois réalistes et ambitieuses, l'affirme comme un acteur clé de la transformation urbaine à Kinshasa. Je vous remercie de votre présentation, Nathan. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui me fait complètement à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi depuis Yamoussoukro grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.